Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en pénal. Nous aborderons ce mois-ci la question de l'action militante face à l'état de nécessité, celle des immunités au regard des crimes contre l'humanité commis en Syrie. Mais commençons d'abord par un arrêt récent de la Cour de cassation qui pose une question importante en matière de responsabilité pénale d'une société après une fusion-absorption. Dans cette affaire, 2 sociétés et leurs gérants ont été condamnés en première instance pour des infractions au droit de l'urbanisme. Les sociétés ont fait appel, mais la situation a évolué avec l'absorption d'une des sociétés par l'autre lors d'une fusion-absorption. Dans cette situation, la société absorbante peut-elle être tenue pénalement responsable des infractions commises par la société absorbée ? La Cour de cassation répond positivement en soulignant la continuité économique et fonctionnelle entre les deux entités avant et après la fusion. En réalité, la Cour s'était déjà prononcée dans une affaire similaire dans un arrêt en 2020. Mais cet arrêt ne concernait qu'une société anonyme. Il s'agit ici d'une société à responsabilité limitée et la haute juridiction retient la même solution. Cette décision va donc dans le sens d'une responsabilisation accrue des entités absorbantes en cas d'infraction commise par les entités absorbées. Et cette extension du principe au SARL aura probablement des répercussions sur la pratique des fusions-acquisitions. Dans un jugement du 23 avril dernier, le tribunal de La Rochelle a prononcé la relaxe de militants écologistes qui s'étaient introduits dans l'enceinte du port de La Rochelle. Ils avaient accroché des banderoles en haut de silos à grains qui appartenaient à un groupe d'exportateurs céréaliers pour dénoncer l'agriculture industrielle intensive. Les magistrats ont retenu l'état de nécessité, considérant que l'action des militants était une réaction nécessaire et proportionnée face aux dangers climatiques jugés réels et imminents. Or, on se souvient que la Cour de cassation avait nettement refusé en 2021 de retenir l'état de nécessité dans ce qu'on a appelé l'affaire des décrocheurs de portraits du président de la République. Pour mémoire, il s'agissait de militants écologistes qui décrochaient les portraits du président de la République dans les mairies et les emportaient. En droit, il y avait donc vol. Et les militants invoquaient l'état de nécessité. Bien des années auparavant, les faucheurs d'OGM ont également tenté d'invoquer ce fondement pour obtenir une relaxe, mais ils n'ont jamais obtenu gain de cause. À chaque fois, les juges ont retenu que l'état de nécessité suppose que la commission de l'infraction constitue une réaction nécessaire et proportionnée au danger. Si celui-ci peut être combattu par d'autres moyens, ou si l'acte incriminé ne permet pas de prévenir directement le danger, alors l'article 122-7 du Code pénal ne peut pas s'appliquer. Pourtant, on le voit, certains tribunaux, comme le tribunal judiciaire de La Rochelle, continuent de résister. Et c'est assez surprenant, d'autant plus qu'il existe d'autres moyens plus respectueux des principes du droit pénal pour justifier les actions militantes non violentes qui constituent des infractions, comme invoquer la liberté d'expression par exemple. Notre dernière décision concerne les immunités relatives aux crimes contre l'humanité commis en Syrie. Déclenché en 2011, le conflit en Syrie a fait plus d'1 demi-million de morts. Or, la Syrie n'est pas membre du statut de Rome et la Cour pénale internationale ne pourra sans doute jamais juger les responsables des exactions que le régime est soupçonné d'avoir commises. Dans ce contexte, à partir de 2018, les juges d'instruction du pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris ont émis plusieurs mandats d'arrêt contre les hauts dignitaires du régime syrien. Ils se sont appuyés sur le principe de la compétence universelle. Cependant, il existe en droit pénal des immunités personnelles ou fonctionnelles qui protègent traditionnellement les chefs d'État ainsi que les représentants des États étrangers pour tous les actes de souveraineté. Se pose alors la question de savoir si la gravité des faits reprochés, ici des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, pourrait permettre d'écarter ces immunités. Et sur ce point, la jurisprudence évolue très rapidement ces dernières semaines et même ces derniers jours. En ce qui concerne l'immunité fonctionnelle, la Cour d'assises de Paris, dans un arrêt du 24 mai 2024, a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité 3 responsables du régime syrien jugés par défaut pour complicité de crimes contre l'humanité et de délits de guerre. Quelques jours plus tard, le 5 juin, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a elle aussi refusé le bénéfice de l'immunité fonctionnelle à l'ancien gouverneur de la Banque centrale syrienne. La personne poursuivie est un franco-syrien mis en examen notamment pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre et blanchiment. Et ce 26 juin, la Chambre de l'instruction a rendu sa décision concernant le mandat d'arrêt émis contre Bachar al-Assad et 3 autres personnes pour les attaques commises en Syrie, les attaques chimiques contre la population syrienne perpétrées en 2013 à Adra et Douma. Le parquet national antiterroriste demandait lui-même l'annulation de ce mandat. Il estimait en effet que les exceptions à l'immunité personnelle des chefs d'État en exercice sont réservées au seul bénéfice des juridictions internationales, comme la Cour pénale internationale. La Chambre de l'instruction a donc rejeté cette thèse et validé le mandat d'arrêt émis contre Bachar al-Assad. Comme on l'a dit, la Syrie n'est pas membre du statut de Rome. Ces décisions sont donc un premier pas pour que les responsables syriens soient un jour jugés en France sur le fondement de la compétence universelle.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à relayer cette vidéo. La rédaction vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée.